Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, comme vous le savez très bien, le plateau sur lequel on parle des sujets cruciaux de la nation. On essaie d'éclairer des sujets, on essaie d'approfondir des sujets, d'avoir évidemment des idées d'orientation pour nos politiques, pour nos dirigeants, et même les citoyens tout simplement. Réduire le taux de mortalité des accidents dans la route de 50% en ramenant de 25 tués sur 100 habitants à 12 tués par 100 habitants à l'horizon 2030 est l'objectif des autorités maliennes. À noter qu'en 2023, il y a eu 7685 accidents de la circulation routière qui a été constaté. Pourquoi tant d'incivisme sur nos routes et comment préserver la sécurité routière constamment pour nos citoyens maliens sont autant de sujets que nous nous posons. Donc, téléspectateurs de Mandé TV, pour aujourd'hui, nous avons pour thème comment préserver le civisme et la sécurité routière sur les routes. Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai évidemment pris le soin de pouvoir diligenter des courriers à l'endroit de l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, et notamment à notre ministère de tutelle. Il s'agit du ministère des Transports. Le ministère des Transports nous a fait savoir qu'il fallait s'orienter vers l'ANASER pour pouvoir avoir ce débat sur ce plateau. Chose par laquelle j'ai fait quand même savoir au ministère que on avait besoin d'avoir un répondant venant du ministère pour avoir des réponses sur certains sujets. Mais malheureusement, notre requête n'a pas été positive sur ce coup. Donc pour aujourd'hui, exceptionnellement, ce plateau de réflexion sera avec un seul invité. Il s'agit de monsieur Blaise Adama Dena. Il est le chef de département de l'audit et de la réglementation de la circulation routière à l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Monsieur Dena, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup d'avoir été quand même disponible. Je sais que par les temps qui courent, par tout ce qui sévit, notamment cette situation d'inondation dans certains endroits, a quand même un petit peu joué sur la circulation routière, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ANASER? Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas. l'ANASER, c'est quoi en quelques mots, juste? Merci, madame. Au fait, l'ANASER, c'est un EPA, un établissement public à caractère administratif, dont la mission principale est axée sur le renforcement de la sécurité routière et l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. En grosso modo, voici comment l'ANASER peut se définir. Ouais. Elle est très jeune, je crois qu'elle existe depuis à peu près 2009, c'est ça? Tout à fait. Et elle est rentrée en fonction tout de suite? Tout à fait. D'accord, et tout se passe bien? Très bien. On le saura par la suite de notre réflexion d'aujourd'hui. Voilà, on a parlé de la sécurité routière, entre autres. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est compris, c'est pas compris, c'est facile, c'est pas facile. Mais on aimerait bien quand même avoir une définition venant d'un spécialiste qui travaille à l'Agence de la sécurité routière. C'est quoi la sécurité routière en quelques mots pour avoir plus d'éclairage là-dessus? En quelques mots, la sécurité routière, si on veut la définir, c'est en quelque sorte l'ensemble des mesures mises en place par les autorités pour réduire les risques liés aux accidents de la route et en même temps limiter les conséquences des accidents qui vont être commis. Voilà, c'est ça en grosso modo. Quelles sont les mesures aujourd'hui mises en place par le gouvernement malien par rapport à votre définition? Par rapport à la définition, les mesures mises en place d'abord par l'ANASER, parce que l'ANASER est le répondant, n'est-ce pas, du ministère de tutelle, le ministère, n'est-ce pas, du département des transports. Les mesures que nous avons mises en place sont nombreuses. Peut-être au cours du débat, nous allons détailler certains, mais maintenant, si je me mets à détailler tout de suite, peut-être ça va avoir un coup. Sûrement qu'en avançant, on va pouvoir toucher ça.
La circulation routière aujourd'hui au Mali, ça fait débat, hein. Les gens en parlent, c'est un constat quotidien. Il suffit juste de sortir à 2-3 rues de Bamako, on se rend compte tout de suite de l'état dans lequel elle se déroule. Voilà. Mais aujourd'hui, quelle est l'analyse? Quelle analyse aujourd'hui on peut faire de cette situation actuelle de la sécurité routière, de la circulation, entre autres? Très difficile, très difficile. Je crois que tous les usagers en savent. La sécurité routière au Mali n'est pas différente, trop différente de la sécurité routière en Afrique. Très récemment, les gens ont pu apprécier la circulation, n'est-ce pas, il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui. Et nous savons à quoi c'est lié. L'urbanisation, n'est-ce pas, a fait évoluer, n'est-ce pas, la motorisation, n'est-ce pas, dans le monde urbain et partout, n'est-ce pas, au Mali. Et c'est là partout, n'est-ce pas, en Afrique. Et cette motorisation est liée à l'accroissement de la population. Et ça n'a pas été sans conséquence. C'est ce que tout le monde sait. Aujourd'hui, partout, n'est-ce pas, on parle d'accidents. Et c'est la conséquence de tout cela. Bon, l'accroissement quand même, l'accroissement va de pair, n'est-ce pas, avec des accidents. Mais les cas du Mali, je crois, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de choses qui sont liées, dont le civisme dont nous allons en parler tout de suite. L'incivisme. Alors aujourd'hui, on dit très souvent, on parle pas de Bamako, on parle de la circulation, même pas seulement de Bamako, dans d'autres zones où plus souvent le constat est quand même aussi clair que ça. Il y a des défis, énormément de défis à relever au niveau des citoyens par exemple, et aussi au niveau des infrastructures. Vous avez vu une analyse, mais par contre, votre analyse s'est limitée aux citoyens entre autres et avec l'effet démographique. Mais l'analyse, si on demande à ce qu'elle soit un peu plus poussée au niveau des infrastructures, qu'est-ce que vous direz? Bon, au niveau des infrastructures, oui, parce que l'urbanisation va de pair, n'est-ce pas, avec l'accroissement du réseau routier. Et l'accroissement du réseau routier est lié à la politique d'urbanisation du pays. Et de fil à aiguille, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, l'accroissement des moyens, n'est-ce pas, de mobilisation, de mobilité, tels que les véhicules. Et j'ai parlé du cas du Mali. Le cas du Mali et du Bamako, c'est que c'est la motorisation qui tape à l'œil. C'est la motorisation qui tape à l'œil partout où on va. Et Bamako est le symbole de ce qu'on peut rencontrer un peu partout au Mali. D'accord, merci beaucoup. En substance, est-ce que en même temps, par la même veine, vous venez de faire un petit topo de cette situation? En substance, on peut savoir qu'est-ce que ressent des rapports. Parce que quand on regarde la circulation aujourd'hui, on se tire les cheveux. On se dit, mais est-ce que les autorités prennent conscience de cet état de fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui ressort de ça? Et souvent, on a envie de savoir quels sont les chiffres. Qu'est-ce qui ressort en réalité? Il y a quand même des travaux qui sont faits, il y a des rapports qui sortent chaque année. Mais qu'est-ce qui ressort des rapports de ces 3 dernières années, à savoir 2024, 2023, 2022? Qu'est-ce qui ressort comme nombre en substance sur les accidents? Je vais aller jusqu'en 2020. Parce que 2020, à nos jours, ça fait 5 ans. 5 ans quand même, c'est une période raisonnable pour au moins faire une bonne analyse. Et sur le nombre d'accidents, 2020 à 2024, l'année passée, 2020, nous avons compté plus de 9000 cas d'accidents. 9299 cas d'accidents contre 7600. 7673 en 2024. Et s'agissant du nombre, n'est-ce pas, de tués, en 2020, nous avons eu 622 tués contre 680 tués.
en 2000, en 2024. Les chiffres pour nos téléspectateurs, on a eu en 2020. En 2020, il y a 9299 cas d'accidents. Ça, c'est les accidents seulement. Contre 7673 accidents en 2024. Donc, en gros, si on fait une interprétation des chiffres, ça veut dire que ça décroît. Ça décroît. Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, on a moins d'accidents on a eu moins d'accidents en 2024 par rapport en 2020. En 2020. Mais comment ça se fait-il? Pourtant, le constat aujourd'hui est là, au quotidien, ça saute aux yeux des citoyens. Bien sûr qu'il faut maintenant saluer l'ensemble des efforts mis en place depuis 2020, depuis la création de la NASER jusqu'à maintenant. Les autorités ont pris à bras le corps cette affaire parce que tout le monde voit un phénomène qui grandit petit à petit. Donc, il faut cerner l'affaire tout de suite. C'est pour cela que, n'est-ce pas, les autorités, aussi bien que la presse, tout le monde, les actions de sensibilisation sur le terrain, un peu partout, que ce soit la télé, les radios, et sur place, les sensibilisations sur place. Nous, à partir de 2024, on peut dire qu'on commence, n'est-ce pas, à avoir des impacts positifs. Pourtant, l'état des routes démontre qu'elles ne sont pas aussi reluisantes que ça. Est-ce que comment... voilà, il y a la détérioration, par exemple, des engins. Il y a énormément, et ça, je me permets de vous le dire. Voilà, on aurait aimé qu'un répondant du ministère des Transports, des Infrastructures puisse venir nous répondre ici sur ce coup. Mais on sait aussi que les trous, voilà, tous ces voies avec des dos d'âne qui poussent par-ci par-là, sans autorisation d'ailleurs, pour certaines zones, peut être des facteurs d'accident. Pourtant, on en a, mais on voit que les chiffres regressent. Donc, vous mettez ça forcément sur le compte de la sensibilisation? Bien sûr, il y a la sensibilisation parce que forcément, depuis 2010, une sensibilisation très accrue au profit, n'est-ce pas, de la réduction, n'est-ce pas, des cas d'accident. Il est fort probable qu'on puisse voir les retombées maintenant. Concrètement, qu'est-ce qui a été mis en œuvre concrètement? La sensibilisation par ça, concrètement, de manière détaillée. Bon, il y a la sensibilisation, il y a des actions de formation. Chaque année, la NASER fait des sensibilisations auprès des populations. Quand je dis population, il faut comprendre par là des couches de la société. Il y a des chauffeurs et il y a certaines catégories de chauffeurs aussi qui sont concernés par ces formations. En même temps, il y a la jeunesse qui est la couche la plus touchée par les accidents. Il y a les femmes, il y a les conducteurs de tricycles. Je viens de parler de la motorisation, l'accroissement de la motorisation qui n'est pas à négliger. Cette couche-là, elle est celle-là qui est à l'origine de plus de 80% des accidents dans les villes. Donc, la NASER a initié chaque année des accidents, des formations, oui, à leur intention. Aussi bien à Bamako que dans les capitales régionales où il y a beaucoup d'accumulation de ces engins-là, de ces types de véhicules-là. Donc, à côté de cela, il y a le contrôle qui est accru et qui est très bien organisé maintenant, le contrôle routier. Ça se passe en urbain comme en interurbain, sur toute l'étendue du territoire, sur l'ensemble du réseau national. Chaque mois, au moins un contrôle inopiné se passe chaque mois et qui est opéré par les agents de la NASER et la gendarmerie nationale. Ça, c'est en rase campagne. Et en urbain, ça, c'est la police et les agents de la NASER. Et sur le coup, lorsqu'ils sortent pour le contrôle, c'est un contrôle très sérieux, pas un contrôle comme n'importe quelle sortie. Et c'est un contrôle dont les infractions
ciblées sont données. Parce que après chaque contrôle, on fait l'analyse des données du contrôle passé. Et là, on voit les accidents qui se répètent et qui peuvent être cause d'accidents. Donc, ces infractions-là, on les renvoie toujours au prochain contrôle et avec beaucoup d'insistance. Donc, petit à petit, la population est en train de s'habituer. La population comprend petit à petit parce que ce contrôle-là est suivi en même temps de sensibilisation. Les agents de la NASER qui accompagnent la police en urbain sensibilisent. Et les mêmes cas en race campagne. Donc, les deux actions se fait de façon concomitante. D'accord. Sur l'étendue du territoire malien, est-ce que vous avez, par exemple, des données sur des villes qui présentent quand même des cas d'accidents assez énormes? Bamako, je suppose que Bamako a le plus fort taux par rapport à d'autres villes qui sont moins denses que Bamako. Mais vous avez une topographie, une cartographie même par rapport à ça? Oui, je ne vais pas donner de fausses statistiques, mais je n'ai pas ça sous mes yeux. Mais Bamako est toujours suivi de Koulikoro. Koulikoro qui est la deuxième ville la plus, disons, qui présente la plus tout à fait. De cas d'accident. Koulikoro. Bamako est toujours suivi de Koulikoro, suivi de Ségou. Donc Ségou et Sikasso, n'est-ce pas, changent de position. Sans quoi, la localité qui suit toujours Bamako, ça c'est la région de Koulikoro. D'accord. On sait pertinemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a vraiment un problème de civisme, un incivisme récurrent, caractérisé, juste pour que nos téléspectateurs puissent bien saisir peut-être la chose. Le civisme, c'est quoi aujourd'hui en circulation? Est-ce que on comprend vraiment? Parce que c'est vrai que le civisme, c'est autre chose par rapport à la citoyenneté, c'est un pan même de la citoyenneté. Comment vous la définissez aujourd'hui? Tout à fait. Et tout de suite, on vient de parler de sensibilisation. Sensibilisation, le résultat, la finalité, c'est la quête du civisme. Civisme que je peux caricaturer du respect. Le respect, l'attachement ou le dévouement d'un individu pour la collectivité dans laquelle l'individu vit. Donc, si on caricature, n'est-ce pas, les civismes comme ça, on trouve que la sécurité routière dépend du type d'homme. La sécurité routière dépend de l'individu. Qui est-il? Les sociétés les plus civilisées, quand je dis civilisées, les sociétés où la population respecte les lois, les règles, les coutumes. Quand je dis loi, les lois écrites ou non écrites, les règles de la société, les populations qui ont beaucoup de respect pour ces valeurs dans les localités, vous trouverez que dans ces localités, la sécurité routière est réellement de mise. Mais, contrairement à d'autres, parmi lesquels peut-être je peux placer, n'est-ce pas, notre pays, les gens parlent de civisme. Ça, c'est sur la langue. Mais en réalité, il n'en est rien. Par exemple, lorsqu'il se passe un accident, la première des choses, c'est-à-dire les raisons premières qu'on avance, que ce soit les conducteurs ou les propriétaires du véhicule ou d'autres, c'est que on parle de l'état de la route. Vous venez de parler de ça plusieurs fois d'ailleurs. On parle de l'état de la route, l'état du véhicule. Souvent même, on parle de conditions météorologiques. Mais difficilement,
de parler du comportement responsable du conducteur. Or, le comportement responsable du conducteur est le vecteur, n'est-ce pas, de l'accidentologie. C'est là où on trouve, n'est-ce pas, la place du citoyen, les comportements responsables. On n'est pas responsable lorsqu'on ne respecte pas les règles et les coutumes, la loi de son pays. Vous sortez tout de suite d'ici, n'est-ce pas, les deuxième pont. Comptez le nombre de conducteurs de moto qui portent des casques. Et pourtant, ils en savent tous. Ils savent tous que le port du casque est une obligation et que c'est la loi qui le dit. Vous arrêtez un conducteur de taxi ou d'un véhicule, une voiture personnelle, vous lui demandez pourquoi vous ne portez pas la ceinture de sécurité. Il te dira que tout de suite qu'on n'a pas appris ça. Amo foyen follow. C'est-à-dire, vous devrez nous sensibiliser avant de passer à l'opération de contrôle. C'est ce que tout le monde dit. Et depuis 10 ans, depuis que l'ANASER a commencé à faire les contrôles, moi j'entends, n'est-ce pas, cette phrase-là de la part de nos conducteurs, chaque contrôle qui sort. Puisqu'ils veulent apprendre ça de vous, la télé. La télé a dit, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Et celui qui ne le porte pas doit payer 5 000 francs. Ils veulent l'apprendre de vous pour l'appliquer. Tant bien qu'ils savent que c'est très bien là. Mais ils veulent que eux-mêmes soient sensibilisés d'abord. Donc, ça c'est un acte d'incivisme. Ils ne les porteront jamais. Donc, il n'y a pas la répression, peut-être. Il y a la répression. Pour le port de la ceinture en circulation. Tout à fait. Elle est quand même très minime. Elle est très minime. Il n'y a pas grande répression sur le port du casque, quand même. Monsieur Dina, vous serez d'accord avec moi. Étant agent de l'ANASER, vous l'avez dit tout de suite que quand on regarde la circulation, on voit que la circulation est majoritairement motorisée. Et sur les motos, combien de personnes portent le casque? Pourtant, ils n'ont pas de casque et ils passent devant l'agent de contrôle. Cet état de fait, bien vrai qu'elle est protégée et surtout assumée par une loi, n'est pas du tout respecté. Et c'est une infraction caractérisée, même on pourrait dire. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par rapport à ce port de casque aujourd'hui qui n'est pas pourtant les manières maximum, on va aller sur des gros chiffres, on pense que maximum on a 50% qui portent le casque. Ça c'est même si on est bien gentil. Maximum? Oui, maximum. On n'a pas 20%. On n'a pas 20%. Donc vous avez déjà les chiffres par rapport à ça. Pourquoi cet état de fait n'est pas répressif? Pourquoi? Bon, vous le savez aussi bien que moi que il y a eu plusieurs tentatives pour au moins se rendre obligatoire, comme le code le dit, le port du casque. Mais toute chose, n'est-ce pas, a un temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ça activement. Et avant la phase, n'est-ce pas, d'opération réelle, nous avons décidé de passer par, n'est-ce pas, la méthode de sensibilisation. Qui a déjà commencé ou pas encore? Oui, ça a commencé. D'accord. Ça a commencé. On a déjà à peu près plus de 2 ans, on est en train de sensibiliser. Et à la limite de la sensibilisation, on est obligé d'appliquer cette loi. Et ça va se faire. Vous le verrez. D'accord, merci beaucoup. Restons toujours sur la question du civisme. L'incivisme vraiment est hyper flagrante en circulation. Les feux tricolores ne sont pas respectés, l'essence des voies non plus.
on ne sait plus celui qui doit aller, est-ce qu'il va vraiment dans le bon sens ou celui qui doit revenir, il va dans le bon sens. Mais ce qu'on a pu aussi constater, et je pense que le constat ne s'est pas fait seulement au niveau des hommes, femmes de médias, je crois que c'est un constat de tout le monde. Tout le monde. On a constaté quand même des porteurs d'uniformes qui ne respectent pas la circulation. Comment ça s'explique? Tout à fait. Ils sont les premiers pourtant à montrer l'exemple aux citoyens. Oui. Parce que le citoyen voit un porteur d'uniforme comme l'agent qui est censé régir, régler et même poser la répression au sein des citoyens. Mais si ces personnes qui sont regardées, orientées, adulées même par la population ne respectent pas. Aujourd'hui, on voit des voitures de police, de gendarmerie qui à tout moment grillent un feu, à tout moment va dans un sens contraire, au nom duquel ils vont en urgence. Mais est-ce que aller en urgence, travailler, doit donner raison à ne pas respecter la circulation? Est-ce que c'est pas aussi cela qui fait le mauvais exemple pour le citoyen qui, malgré tous les efforts de sensibilisation que vous êtes en train de faire, sont en train de tomber à l'eau? Bon, par rapport à cette question, moi, à mon niveau, je les caractérise en même temps que, n'est-ce pas, tous les usagers de la route. Je ne prends pas une couche à part. Les civismes n'ont pas de corporation, que tu sois militaire, que tu sois étudiant ou que tu sois autre chose, n'est-ce pas, tu es d'abord, n'est-ce pas, un usager de la route. Et tous les usagers de la route doivent appliquer la loi de la même manière. On ne doit pas prendre pour raison que les policiers dans la circulation ou bien le militaire circule sans casque et qu'on se permet aussi de ne pas circuler sans casque. L'attitude du militaire ne peut pas, on ne peut pas se servir de l'attitude du militaire pour nous rendre inciviques. Les civismes doivent être cultivés par chacun d'entre nous. Peut-être lorsque nous nous rendons corrects, les policiers qui ne portent pas les casques dans la circulation ou qui ne portent pas la ceinture, il peut changer de conscience à travers notre attitude. Mais ils sont jamais contrôlés d'ailleurs. Ils sont pratiquement pas contrôlés. Bien sûr, ceux qui sont en moto, ils sont pas contrôlés. Vous êtes d'accord avec moi parce qu'ils ont la tenue sur eux. Ils sont contrôlés. Et ceux qui sont peut-être en civil dans leur véhicule, en week-end et tout, eux, ils sont contrôlés. Bon, peut-être que en dehors de nos activités de contrôle, sensibilisation que nous menons, je ne suis pas la circulation. Mais lors du contrôle que nous menons, je vous ai bien dit que c'est un contrôle qui est strict et c'est suivi à haut niveau. C'est suivi par le premier responsable du département des transports. Et c'est suivi par le directeur général de la NASER. Donc, tout cela qui viole les règlements en vigueur, que tu sois policier, que tu sois autre chose. Nous, on a l'habitude, n'est-ce pas, d'arrêter des magistrats. Ils ont payé tout comme vous. Des infractions? Des infractions. À travers les téléphones, la digitalisation. Ils payent. D'accord. Le dernier contrôle routier qui s'est passé le mois d'avril passé, au niveau de la Tour d'Afrique, on a arrêté 2 magistrats, ils ne portaient pas la ceinture. Et ils sont au courant, n'est-ce pas, du contrôle routier. Vous êtes en train de dire, par exemple, le port de la ceinture, si ce n'est pas ces contrôles assez spécifiques, le reste du temps, les gens ne respectent pas le port de la ceinture. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai dit que moi, je ne peux pas apprécier, n'est-ce pas, l'après-contrôle routier parce que je ne suis pas dans la circulation et je n'en demande pas. Mais lors du contrôle routier, tout le monde se met en règle. Que tu sois militaire, magistrat ou civil, tout le monde est frappé de la même manière. D'accord, merci beaucoup.
Concernant l'incivisme, toujours, le constat est là. Il y a un gros problème de citoyenneté, même au-delà de l'incivisme. Hein. Il faut carrément le dire, parce que respecter un feu tricolore, ce n'est même plus à ce niveau-là. C'est question de citoyenneté au-delà, et on en parle même aujourd'hui. C'est le débat actuel. Il y a des conséquences. Quelles sont les conséquences les plus visibles pour vous, et le constat pertinent que vous voyez par rapport à ces conséquences? L'incivisme. Constat de l'incivisme. Oui. Je vais donner un exemple, au moins pour caractériser ce que je vais terminer par dire. Sur la RN7, j'ai effectué une mission de prospection d'un lieu d'accident en compagnie du directeur général adjoint. Et sur le lieu, l'accident a impliqué 3 compagnies de transport différentes. Le premier cas a voulu s'arrêter brusquement pour éviter un cycliste qui est tombé devant lui. Aussitôt, le deuxième cas, que je ne vais pas nommer, est venu percuter, n'est-ce pas, le car qui s'est arrêté, et les 2 sont tombés dans les ravins. Le troisième car, qui venait aussi en excès de vitesse, a voulu tout de suite freiner et a fait un tonneau. Donc, c'est par là, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en actif, n'est-ce pas, les comportements responsables du conducteur. Et cela est lié au civisme. Si le conducteur est incivique, il ne respecte pas les codes de la route, ni autres règles de la circulation routière, obligatoirement, en cas de situation, n'est-ce pas, hors norme, immédiatement, lui, il perd la face. Et lorsqu'on a demandé certains chauffeurs par rapport au cas du troisième, il a jugé cela par le fait que il a plu ce jour. Le goudron était humide et que lui, il n'a pas pu freiner comme il le voulait. Le véhicule a glissé et il a fait un tonneau. Mais si il roulait, conformément à la demande du code de la route, 80 km à l'heure, est-ce qu'il allait pouvoir ne pas pu s'arrêter à bonne échéance? Cela n'allait pas se passer. Donc, on a fait ce constat. Au retour de notre mission, juste avant d'arriver au péage au niveau de Sanangoroba, on nous a alerté d'un accident. Et nous sommes retournés pour voir. L'accident, c'était un véhicule, une voiture RAV4. Il y avait 5 occupants. Et la voiture a fait 3 tonneaux. La protection civile est venue et on a trouvé 4 personnes dans le véhicule. La 5e personne, on a cherché la 5e personne, il a fallu 30 minutes après pour lui trouver très loin, dans une buisson, déjà mort. Il a été injecté? Oui, il était injecté. Et s'il portait la ceinture de sécurité, cela n'allait pas pouvoir se faire. Donc, quand même que lui-même, lui, celui qui a été projeté, qui ne savent pas, qui ne soit pas au courant, n'est-ce pas, de la réglementation en vigueur par rapport au port de la ceinture de sécurité, mais au moins les conducteurs en savaient que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et l'ensemble des passagers. Et c'est lui, en tant qu'un bon citoyen, qui se protège et protège son entourage. Parce que c'est là la citoyenneté. Se cultiver, connaître, respecter pour créer un environnement sain, bon à vivre. C'est ça le bon citoyen. Et les conducteurs
on ne peut pas imaginer qu'il a un permis de conduire, qu'il conduit et qu'il n'a pas passé par l'éducation au code de la route. Il en sait. Mais peut-être que ce n'est pas son affaire. Donc, on peut qualifier ça d'un acte incivisme. Donc, les coûts sont énormes. Je ne vais pas donner une définition classique, mais je pense qu'à travers ces quelques exemples, n'est-ce pas, vous avez la réponse. On a un aperçu. Ouais. Les conséquences aussi de l'incivisme, souvent, on ne le voit pas. On ne voit pas l'impact très négatif de l'incivisme sur nos infrastructures. Parce que très souvent sur le pont de Bamako, sur l'un des ponts de Bamako, on voit des poteaux cassés. Ouais. On voit des lampadaires cassés. Ce sont des conséquences de l'incivisme, au-delà d'un simple accident. Voilà. Et comment tout ça se gère? Voilà, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils sachent qui supporte les coûts après. Parce que c'est quand même payé par l'argent du contribuable, ce poteau, souvent, qui doit être remplacé. Et même souvent qui n'est pas remplacé. Monsieur Dina, vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Comment ça se passe? C'est aussi un autre cas d'incivisme et qui cause, n'est-ce pas, un problème d'insécurité à tout le monde. Si je prends encore l'exemple de la route Bamako-Ségou, qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, la meilleure voie pour le moment. Vous trouverez un gros porteur très surchargé en panne. Au lieu de protéger la chaussée en mettant d'abord un support en bas pour au moins lever le véhicule, il pose, n'est-ce pas, comment on appelle ça? La crique. Oui, la crique. Il pose la crique sur le goudron et il procède, n'est-ce pas, à l'enlèvement de la roue. Et à la fin, vous trouverez que déjà la crique, n'est-ce pas, a apporté un choc, n'est-ce pas, à la chaussée. Et de par là, vous allez voir que la chaussée va commencer à dégrader. Donc, souvent, il y a des accidents aussi qui sont mineurs, mais que ça porte un coup, n'est-ce pas, sur la chaussée. L'individu, il prend impunément, n'est-ce pas, son engin et il fuit. Et rien de cela n'est répertorié au niveau des autorités. Parce que quand c'est connu au niveau des autorités... Comment se fait-il aussi qu'il n'y a pas un service ou une brigade, je pourrais nommer ça comme une brigade, qui fait le tour des villes, des routes, des abords et qui prend le temps de recenser? Parce que, écoutez, vous prenez n'importe quel pont de Bamako, vous verrez par exemple un béton qui est mal positionné par rapport à la position qu'il doit avoir pour sécuriser. Parce qu'il y a eu un accident au bout de, il y a 5 semaines passées, le béton, il n'y a personne qui a pu se dire, ce béton, il faut qu'on le remet à l'endroit ou bien qu'on le change parce qu'il n'est plus aux normes pour pouvoir rester là. Est-ce que la sécurité routière aussi ne va pas avec une brigade qui est là pour répertorier toutes ces insécurités, je dirais même pour nos citoyens? Oui, bon, ne pensez pas que, n'est-ce pas, ces cas que vous voyez ne sont pas tous signalés. La plupart, n'est-ce pas, de ces cas sont connus des autorités. Et le processus de recouvrement est toujours engagé. Parce que lorsqu'un véhicule qui est assuré fait un dommage sur la chaussée, l'affaire est portée au niveau du tribunal forcément. Et de là, il faut attendre le processus finir. De remboursement de l'assurance, ensuite, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un danger qui reste exposé à les autres usagers? Tout à fait. Lorsque le danger est majeur, les autorités prennent la décision, les dispositions pour au moins faire la réparation avant les remboursements. D'accord. Mais
je pense qu'il y a quand même un dysfonctionnement à ce niveau. Parce que je pense que là, je ne m'avance pas, mais j'espère que les autorités nous regardent. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'un répondant du ministère de tutelle soit sur place pour expliquer cela aux citoyens. C'est de se dire, on ne peut pas aussi laisser un État qui doit émerger, qui doit avancer, qui doit se développer. Ici, on parle du Malicois, rester tel à être à la merci des agences d'assurance. Il faudrait qu'une agence d'assurance puisse être au moins très réactive ou, dans le cas échéant, les autorités prennent en charge ces réparations avant que l'assurance puisse effectivement recouvrir ou bien se dirige vers l'usager qui est endommagé, tout simplement avec une amende ou, je ne sais pas, une infraction caractérisée, je ne sais pas l'appellation que vous allez pouvoir donner à cela, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on va contrôler. Vous venez par exemple de faire un cas sur un conducteur. Voilà, un conducteur qui ne respecte pas la limitation de vitesse et tout ça. Mais des fois, vous savez qu'il y a des conducteurs qui sont peut-être alcooliques. Est-ce que au Mali, on fait un contrôle de taux d'alcoolémie, par exemple? Est-ce que au Mali, on fait vraiment de la vidéo-verbalisation, entre autres? Bon, la vidéo-verbalisation, je peux dire c'est en cours. Donc, sur l'étendue de mes territoires maliens, il n'y a aucune vidéo-verbalisation de nos jours. Non, il n'y en a pas, mais c'est en cours. C'est en cours. Et ça ne sera plus pour longtemps. Hein. Ça ne sera plus pour longtemps. Ça ne sera pas aussi un secret pour personne parce qu'une vidéo-verbalisation, c'est un truc qui est exposé. C'est exposé et c'est visible. Donc, ça veut dire que quand ce sera effectif, on pourra aller avec peut-être cette possibilité d'avoir des permis à points, comme on peut voir en Europe très souvent, ou bien notre voisin, la Côte d'Ivoire, qui a mis ça en place aussi. Oui, les permis à points, les codes de la route en parlent. D'accord. Donc, on peut dire que on est déjà beaucoup avancé par rapport aux permis à points. Maintenant, pour les tests d'alcool et de drogue, voilà. Donc, nous, lors de contrôles routiers, la gendarmerie aussi bien que la police dispose de matériel didactique pour contrôler l'alcool. Les suspects dans la circulation, les suspects sont contrôlés. À quel moment ça se fait? Parce que moi, je n'en ai pratiquement pas vu. Dans la journée. Dans la journée. De 8h jusqu'à 15h. Et puisque le soir... Oui. Sans accident, le policier décide en vous voyant que oui, vous êtes peut-être suspect, il faut que... On n'a jamais vu des tests de taux d'alcoolémie en circulation. C'est un test sur combien? À tous les combien? Si vous m'aurez informé avant, j'allais amener quelques... Mais nos équipes se feront le réel plaisir de pouvoir suivre ce genre Tout à fait. On ne peut pas contrôler tout le monde dans la circulation. Mais les cas suspects visibles à l'œil sont directement prévenus. Et là, on passe les tests de l'alcool et de la drogue. Et si c'est positif, immédiatement la personne, on applique la loi conformément à cela. Parce qu'il y a... Petite parenthèse peut-être, le texte est pris par voie sanguine, sûrement. Non. Non. Avec un alcotest. Par essoufflement. Ok, avec l'alcotest. Avec l'alcotest. D'accord. Et quand il y a infraction, ou souvent il y a infraction, ou pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas d'infraction, la personne est quitte. Mais très généralement, la personne est contente de savoir que ces genres de pratiques ne sont pas tolérés. Et que lui-même, à travers ça, lui-même se sent protégé. Parce que quelqu'un qui est saoulé au volant est un danger public. C'est un danger pour tous les usagers. Donc, lorsqu'un usager se trouve, n'est-ce pas, en bonne santé et bien contrôlé, il sait que c'est le même test qui est appliqué à tout le monde. Donc, lui-même se sent en sécurité. Ces tests-là, ça se passe. On a des radars. Et on est même à point
n'est-ce pas, d'acquérir des radars de dernière génération qu'en Afrique, on ne peut trouver que dans 2 pays seulement. On a des radars où à Bamako? À Bamako. Oui, où? C'est des radars mobiles ou c'est des radars fixes? C'est des radars mobiles. Mobiles. Et en général, quelles sont vos zones de repérage? Donc, c'est spontané. La sortie, elle est spontanée. Donc, c'est pour au moins ne pas se faire repérer par les usagers. Vous trouverez même, je prends l'exemple, la RN7 ou bien la RN27, Bamako-Koulikoro. Les checkpoints, n'est-ce pas, du contrôle n'est pas les mêmes du matin au soir. Parce que les premiers ou les deuxièmes qui arrivent, ils ont tous des réseaux WhatsApp sur lesquels ils envoient les messages pour dire faites attention, à ce niveau précis, il y a les contrôles. En ce moment, c'est tout le monde qui arrive, n'est-ce pas, de façon modérée, comme si tout le monde respecte la limitation de la vitesse. Mais une fois dépassé, c'est là où vous allez apprendre qu'il y a un accident qui vient de se passer. Donc les radars ont pour cible principale de détecter la vitesse. Pour les bus, les cars. Tout le monde. Okay. Les voitures personnelles, les cars surtout, parce que notre objectif, c'est les véhicules de transport de personnes. Voilà, notre objectif spécifique, c'est de protéger, n'est-ce pas, les véhicules qui transportent, n'est-ce pas, tels que les cars. Donc, du coup, on flash tout le monde. Tous les passagers sont flashés. Merci, Monsieur Dena. On est toujours dans notre lancée. Voilà, on a vu sur l'actualité, ça fait beaucoup de buzz avec Madame le ministre des Transports. Il s'agissait un peu de la mise aux normes de certains engins. Et ça, c'est pas une nouveauté. Ça fait un peu l'actualité des porteurs, des gros porteurs qui ne respectent pas du tout la mise en norme. Ils se permettent de surcharger ou bien d'élargir carrément l'étendue du volume. Mais quelque part, est-ce que cet état de fait n'a pas d'impact sur vos chiffres, sur votre promotion de sensibilisation, notamment à la sécurité routière? Bien sûr. Cette décision à quel niveau ça impacte? Je vais déjà commencer par vous dire que nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de la décision d'interdire catégoriquement la circulation de ces engins gros porteurs, hors normes, hors gabarit, sur nos routes. Parce que tout de suite, vous avez voulu dire que qualifier ou bien essayer de donner pour cause des accidents l'état de la route. Bien sûr que ces véhicules hors normes, hors gabarit sont la cause de la destruction rapide de nos voies. Ça, quand même, je crois que ça c'est confirmé par tout le monde. Même les propriétaires de ces engins en savent. Et en même temps, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ça c'est le côté sécurité des usagers. Les véhicules 17 mètres et peut-être tolérance 17,50, vous allez trouver que le véhicule est long de 22 mètres, 22,500. Et immédiatement, vous réalisez tout de suite que un dépassement de ces véhicules est très dangereux. Il faut prendre les précautions plusieurs fois pour entamer un dépassement. Sans quoi, vous êtes en danger. C'est des véhicules qui créent des dangers chaque jour. Dépasser ces véhicules n'est pas chose facile. C'est pourquoi la loi a bien limité la longueur de ces véhicules. Mais rallonger ces véhicules jusqu'à 22 mètres crée des situations d'insécurité énormes pour les usagers. Est-ce que ces véhicules ne font pas de contrôle technique? Normalement, ils font des contrôles techniques. Ils en font. Et quand ils font des contrôles techniques, il y a des normes à respecter quand même. Oui. Et pourquoi ça passe? Pourquoi au niveau... Est-ce que l'ANASER aujourd'hui
faire remonter ces informations, faire un signalement même, on pourra dire. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'au Mali, il ne faudrait pas qu'on arrive à mettre en place une forme de signalement, que les populations ou les citoyens contribuent évidemment à pouvoir réduire ce fléau quand même qui fait beaucoup de dégâts. Oui, c'est de tout cela qu'est née la décision du département de Madame le ministre pour interdire catégoriquement la circulation, appliquer la réglementation en la matière. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Dena. Voilà, merci beaucoup pour cet éclaircissement. L'exploitation du réseau routier, des usagers, estimation. Quelle estimation aujourd'hui de l'exploitation des réseaux routiers? Est-ce que on sait aujourd'hui qu'au Mali, il y a un taux d'accroissement annuel du parc automobile de 6,6% à peu près. Ouais. Alors, son estimation, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact positif, négatif par rapport à tout ce que vous faites? L'accroissement du parc automobilier oui. Par rapport... Exactement. Oui, j'ai bien commencé par là. Oui, mais l'estimation, comment on peut l'estimer aujourd'hui pour nos citoyens qu'ils arrivent à comprendre? On sait que ça impacte, mais l'estimation de cet impact? L'estimation, je ne pourrais pas vous répondre avec une précision par rapport à l'estimation réelle. Alors, on va peut-être parler un petit peu de l'incivisme des citoyens. On ne pourra pas le parler sans parler de, par exemple, on sait qu'il y a un fort taux de citoyens analphabètes au Mali. Peut-être c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le taux d'incivisme est assez conséquente. Qu'est-ce qui est fait de manière concrète, mis à part ces programmes de sensibilisation, des formations, par rapport au citoyen rural? Voilà, un citoyen qui vient des campagnes et qui tout de suite se met à faire un business que tout le monde connaît très bien et qui cause pas mal de problèmes aujourd'hui, c'est le mototaxi. Est-ce qu'il y a une réglementation en vigueur par rapport à ça? Je sais que voilà, j'aurais aimé quelqu'un du ministère pour pouvoir nous répondre sur cette question-là, mais j'ai face à vous quelqu'un de la Naser. Est-ce que cette réglementation vous touche quelque part? Quand même, ce que je peux vous rassurer, c'est que toute la réglementation en la matière est élaborée et est présente. Mais pas appliquée. C'est l'application qui fait défaut. Toute la réglementation est disponible. Donc, il y a aussi une bonne réglementation qui fait défaut dans l'application, notamment avec les plaques d'immatriculation. Voilà. Même un moment, je ne sais pas si vous avez bien suivi, la direction des transports avait lancé le projet d'immatriculation de réimmatriculation. Non, de toutes les motos d'abord. Ça, depuis 2023, 22-23, ce projet était en cours. Et je crois que c'est toujours en cours, mais l'obligation aussi est en train d'être préparée. Et je crois que quand tout sera réuni, toutes les équations vont être réunies, non, cette application aussi va être une réalité. D'accord. Parce qu'on parle d'immatriculation quand même qui est d'ordre sécuritaire. Parce que quand il y a un accident dans la circulation, il suffit que le chauffeur ne le souhaite pas, ne reste pas en place, il s'enfuit. Il y a des cas comme ça malheureusement. Et que c'est un engin pas immatriculé. On a déjà du mal à identifier le chauffeur. Ensuite, savoir comment on va pouvoir rentrer en contact avec peut-être sa famille et autres. C'est d'autres sécuritaires, hein. C'est pas seulement d'autres de sécurité routière, c'est vraiment la sécurité publique. D'autres sécuritaires. Et aujourd'hui, je tends la perche, j'espère que les ministres concernés vont essayer d'y prendre ça à bras le corps. Et on a vu la taxation, l'application des taxes ici au Mali. Je pense que l'application aussi de ces plaques exigées pour tout citoyen malien est plus que nécessaire. Est plus vraiment que nécessaire. C'est le petit message que je profite à passer par ici.
Est-ce que vous avez dans vos initiatives de sensibilisation, par exemple, un chapitre ou bien un module adressé, par exemple, au programme scolaire? Tout à fait. Comment ça se passe? C'est comme si vous suivez un peu nos activités. Oui. Parce que comme vous venez de le dire, la citoyenneté, ça commence par les bas âges. À un certain niveau d'âge, c'est difficile de changer. Et cela est compris de l'ANASER, des autorités. C'est pourquoi on a décidé de revenir au niveau fondamental. Cette année, il y a un MOS programme qui est en cours, que ce soit à Bamako ou bien dans les régions. Ce programme est en cours. Il y a un certain nombre d'écoles, que ce soit le fondamental ou bien le lycée, qui sont choisis chaque année, n'est-ce pas? Et la formation est destinée à l'ensemble des élèves. Et ce programme est soutenu même par les ministères de l'éducation à travers, n'est-ce pas, les DAE, les DECAP, qui accompagnent pleinement ce programme et qui apprécient beaucoup. Et nous, ce programme a commencé il y a 3 ans et je crois que nous avons commencé à voir, n'est-ce pas, les impacts positifs parce que beaucoup d'accidents étaient enregistrés aux abords des écoles, dû au fait que les élèves eux-mêmes ne savaient pas comment se tenir face à la route. Longer ou traverser, ils ne le savaient pas. Mais à travers ces formations, c'est des enfants qui ont pris conscience. Et eux-mêmes, ils communiquent entre eux. Que ça soit au retour ou bien, n'est-ce pas, sur le chemin de l'école, puisqu'ils sont en groupe, ils se parlent entre eux. Arrivé au niveau de la traversée, c'est des gens qui s'arrêtent et ils se parlent entre eux. Ninde fora, kakangaketa. Celui qui veut s'entêter, il crie dessus. Il s'arrête. Et je crois que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Et petit à petit, je crois que ça va porter ses fruits. Comment ça va aller au-delà du programme scolaire, au-delà des formations que vous dispensez déjà à l'endroit des femmes, des jeunes et tout? Il y a quand même une couche, une franche couche de la population qui échappe. Ce sont nos parents qui viennent du village. Aujourd'hui, à Bamako, le constat est tel, pour traverser la route, ils traversent en pleine intersection. Chose qui n'est pas normale, ou bien en plein rond-point. Chose qui n'est pas normale. Pour ce genre de population, est-ce que vous avez des initiatives qui peuvent aller au cœur de là où ils se trouvent? Tout à fait. On a un moyen pour les toucher. Et d'abord, je Au-delà de la radio, la télé, vous avez quoi Oui, d'autre? il y a la radio, il y a la télé. Oui, mais au-delà de ça, parce qu'on voit que c'est pas suffisant. Oui, Le même constat est là. au niveau des écoles, les élèves là, ils sont mandatés à parler, n'est-ce pas, aux parents par rapport au comportement à tenir. Et c'est des gens qui au retour communiquent aussi avec les parents. Les parents, par exemple, les villes qui sont traversées par des voies, telles que si on prend la RN6, et quand on prend Zambougou, par exemple, qui est traversée par la RN6, il y avait beaucoup d'accidents. Mais par la force, n'est-ce pas, de nos campagnes. Et même les contrôles routiers, là quand même c'est pas trop excessif parce que ils ne peuvent pas choisir plusieurs villages en même temps. Mais s'ils choisissent comme Zambougou un checkpoint, les contrôles, la sensibilisation, l'équipe de sensibilisation qui est là est chargée de communiquer avec la population. Et au niveau des écoles, on demande aux élèves qui ont compris, arriver à la maison, il faut parler avec les parents. Et les cyclistes qu'on sensibilise à travers, n'est-ce pas, les axes routiers qui sont en général des ressortissants de nos villages, sont aussi sensibilisés, n'est-ce pas, à éduquer les enfants de ce qu'ils savent, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir, mais ce qu'ils savent et qu'on vient de leur dire, on les charge d'éduquer les enfants. Parce que on a compris que, n'est-ce pas, le premier champion de l'élève, de l'enfant, c'est son parent. S'il l'amène à l'école,
n'est-ce pas, il suit les papas. Lui, il est derrière le papa à moto, il les suit. Si les papas ne respectent pas le stop, le feu, il ne respecte rien. Il crie sur les gens, n'est-ce pas, qui peut-être passent devant lui ou bien à côté. L'enfant, le jour où il va avoir la moto à sa disposition, il va se comporter pire. Merci beaucoup, M. Dénard. Voilà, le temps court, il va falloir qu'on s'attelle. Quels sont aujourd'hui les objectifs de la laser concernant la sécurité routière? On dira les objectifs de la sécurité routière tout simplement. Les objectifs quand même, c'est de voir réduire de façon drastique les accidents de la route. C'est pourquoi on travaille d'arrache-pied pour au moins diminuer les risques chaque jour à travers les comportements de l'individu, les comportements, n'est-ce pas, de l'usager. L'usager, il ne s'agit pas seulement du conducteur. Non, parce que quand on parle d'insécurité, beaucoup de gens pensent que voici, c'est seulement, il s'agit de celui qui est sur le volant. Ce n'est pas lui seulement. C'est aussi, n'est-ce pas, les passagers. Les passagers. L'insécurité routière concerne aussi les passagers. Et ça concerne les passagers aussi bien que les cyclistes et les piétons. Lors de nos contrôles de sensibilisation, pour ceux-là qui ont eu la chance, n'est-ce pas, de coïncider avec, n'est-ce pas, nos méthodes de sensibilisation, vont me donner raison. Dans chaque cas, mon DG a l'habitude de rentrer dans les cars et il s'adresse, n'est-ce pas, aux passagers. Pas les conducteurs, aux passagers. Et il demande aux passagers s'ils sont satisfaits de la conduite menée par le chauffeur. S'ils ne sont pas satisfaits, et il leur donne les conseils. Parce que dans chaque cas, il y a quand même un détenteur de permis qui est passager ce jour et qui sait que le dépassement que son conducteur vient de passer est très dangereuse. C'est à lui de prendre le courage et de parler au chauffeur, de le rappeler à l'ordre. Et s'il n'écoute pas, au prochain arrêt de contrôle, ou bien que ça soit un poste, même si c'est un poste de sécurité, de prendre le courage pour le dénoncer, au lieu de laisser tout le monde, n'est-ce pas, tomber dans l'eau. Donc ce conseil-là est passé, n'est-ce pas, lors de nos contrôles dans tous les cas et dans toutes les compagnies de transport. Cela est donné. D'accord. Il est indéniable qu'il faut vraiment une prise de conscience de tous les citoyens pour pouvoir mener à bien cette sensibilisation pour nous tous, pour tous citoyens vivant sur le territoire malien. Vos recommandations en 2-3 lignes, voilà, c'est l'une des particularités de ce plateau. Voilà, savoir des recommandations, peut-être à l'endroit des citoyens et même à l'endroit de nos autorités. Monsieur Dénard. Oh, moi, c'est à l'endroit des citoyens. Et conformément au thème que nous venons de disséquer, les civismes, on ne réussira jamais la mission de réduire les risques d'accidents, de réduire les statistiques d'accidents, de tuer ou de blesser sans réussir le changement de comportement. Donc, le civisme est à la base, n'est-ce pas, de notre objectif. Il faut qu'on réussisse cela. Il faut que chacun, n'est-ce pas, sache que la sécurité routière est son affaire. C'est pourquoi on dit la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit celui-là même qui pense qu'il n'a pas de moto. Il sort sur la route. Tout le monde, c'est pourquoi on dit l'insécurité routière, c'est l'affaire de tous. Que ça soit vous qui ne buvez jamais au volant, qui ne sortez jamais saoulé au volant, vous devrez savoir que celui-là qui se saoule et qui prend la route est un danger pour vous. Et que ces jours, si vous le voyez, les autorités ne sont pas au courant, c'est à vous de les dénoncer. Donc, le civisme, c'est un ensemble de comportements qui visent à rendre harmonieux, n'est-ce pas, l'enceinte de l'environnement routier. Donc, nous devrons tous nous donner la main, que ce soit l'ANASER,
le département des transports, tous les départements. Vous-même, ce que vous faites, je vous encourage. Ça contribue beaucoup au changement de comportement dont nous sollicitons. Si le civisme est placé en amont, je crois que, n'est-ce pas, les résultats viendra de façon rapide. Les objectifs seront atteints. C'est par ces mots que se termine ce plateau de réflexion politique d'aujourd'hui qui a pour thème comment préserver le civisme et la sécurité sur les routes. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Blaise Adama Dena. Il est chef département d'audit de la réglementation et de la circulation routière à l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER. Monsieur Dena, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci bien, madame. On se dit sûrement à la prochaine. Merci beaucoup. Je suis ravi. Ravi de ma part aussi. Téléspectateurs de Mandé TV, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.